Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots. Il est toujours important quand on fait une intervention de savoir d'où l'on parle. Et donc je souhaiterais d'abord insister sur le fait que j'interviens en tant que professeur d'université, spécialiste de procédure et de justice, de théorie générale du procès, et pas en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça et là, je pourrais donner le positionnement du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il a eu un positionnement officiel. Pour le reste, je n'engagerai que moi. En revanche, et il faut quand même le préciser, il faut savoir que mon intervention est quand même alimentée et nourrie de travaux auxquels j'ai eu l'occasion de participer précisément en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature, puisque j'ai fait partie des travaux du réseau européen des conseils de justice qui a travaillé pendant 1 année et demie sur les questions de financement de la justice, et j'ai été co-rapporteur avec mon collègue irlandais sur les standards en matière de financement de la justice qui ont donné lieu à la déclaration de Varsovie de juin 2016, dont M. Alain Lacabarasse a dû déjà parler ce matin. Alors, le rapport Bouvier, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce rapport Bouvier est extrêmement intéressant. Il est aussi, et je dois le dire, parfois extrêmement frustrant, puisque faisant l'objet de consensus, il a forcément amené certaines personnes à ne pas aller jusqu'au bout de leur raisonnement. On pourrait dire qu'il est resté au milieu du gué, mais en vérité, il a une conclusion qui est tout à fait parlante, puisque sa conclusion précise bien que le rapport est un point d'aboutissement, mais c'est également un point de départ de nouvelles réflexions. Autrement dit, il faut, je pense, l'utiliser comme un magnifique travail de synthèse de l'existence qui n'avait jamais été fait, un magnifique travail de présentation des options possibles. Reste maintenant à choisir, reste maintenant à passer le cap et à prendre des décisions. Cette table ronde est organisée sous l'intitulé « Vers une autonomie de décision financière ». La question étant posée de savoir si, au-delà de l'autonomie de gestion, il est possible de passer à une autonomie de décision. Et pour commencer ces propos, je souhaiterais citer le professeur Loïc Cadier, dont il a été beaucoup fait question aujourd'hui, puisqu'il a présidé un groupe de travail du Club des juristes sur l'administration de la justice. Et monsieur le professeur Loïc Cadier précisait, reprenant un petit peu et faisant écho à ce qu'a dit monsieur Camby, mais vous savez, je suis professeur, quand on est professeur, on sait que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et intervenant en dernier, je vais beaucoup répéter ce que beaucoup ont dit. Loïc Cadier disait donc qu'aucune conséquence n'a jamais été tirée sur le plan budgétaire du principe constitutionnel d'indépendance de la justice. Autrement dit, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique et on n'a pas tiré les conséquences de la qualification constitutionnelle d'indépendance de l'autorité judiciaire sur des aspects, et notamment des aspects budgétaires. Il y a donc un lien, et c'est une première étape qu'il faut passer, un lien à faire entre l'indépendance financière et l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est parfois contestée. Mais je noterai que le rapport Bouvier, qui fait l'objet d'un consensus, précise dans l'un de ses paragraphes que c'est aujourd'hui une remarque banale que de faire le lien entre indépendance financière et indépendance de l'autorité judiciaire. Et la banalité ici vise évidemment l'évidence du propos et non pas son importance. Cette indépendance de l'autorité de l'indépendance financière, bonjour Monsieur le Président, cette indépendance financière de l'autorité judiciaire, elle est également affirmée, affichée et répétée dans tous les standards internationaux. C'est un véritable concert, on a une harmonie dans toutes les prises de position qui vous ont déjà été exposées ce matin par Alain Lacabarasse. Le Conseil consultatif des juges européens, par exemple, précise que le financement de la justice a un lien étroit avec l'indépendance des juges. C'est le cas également de la déclaration de Varsovie du réseau européen des conseils de justice, mais on pourrait prendre le réseau francophone des conseils de justice, les recommandations du Conseil de l'Europe, et d'un point de vue plus doctrinal, on pourrait prendre le rapport du Conseil du Club des juristes et également le rapport qui a été remis à l'Agence nationale pour la recherche, le rapport Magis, mieux administrer la justice. Il s'agit donc de reconnaître le lien entre indépendance financière et indépendance de l'autorité judiciaire. Et il s'agit ici d'une question de principe, sur laquelle je voudrais insister sur plusieurs points.
D'abord, et je suis heureuse qu'on ait enfin cité le justiciable dans les propos budgétaires, il faut rappeler que l'indépendance de la justice est posée au profit du justiciable. Et l'indépendance de la justice n'a jamais été posée au profit d'un corps, au profit de la magistrature. C'est fait pour le justiciable. Et il est là important de souligner que lorsqu'on traite d'indépendance financière, il y va de la qualité de la justice et que tous les standards internationaux qui parlent de l'indépendance financière font le lien avec la nécessité de respecter les garanties du procès équitable, la nécessité de rendre une justice de qualité au profit du justiciable, ce qui renvoie à toutes les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui sur les indicateurs de performance, sur les choix à faire. Je pense à un article déjà très ancien d'Antoine Garapon qui disait que aujourd'hui la justice est face à des besoins infinis, mais dispose de moyens finis, qu'il faut faire des choix. Le choix se fait évidemment au sacrifice de certains. Et lorsque les juridictions mettent en place des politiques de priorisation des contentieux, on est bien sur le sacrifice de certains. Lorsque toutes les règles, j'entends ce que vous dites, toutes les règles de procédure sont aujourd'hui posées par un souci d'économie procédurale, on voit bien que l'économie ne sert plus la justice, mais que la justice est aujourd'hui asservie par l'économie. Et quand on parle de mode amiable de résolution des litiges ou de justice prédictive, on est bien dans l'idée qu'il faut faire des choix et que ces choix budgétaires vont guider les processus et vont guider le travail de l'institution judiciaire. Il y a donc un lien important entre indépendance de la justice, qualité de la justice et indépendance au profit des justiciables. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'il faut insister non seulement sur l'indépendance de la justice, mais également, et on le sait lorsqu'on travaille sur la déontologie notamment, qu'il faut aussi insister sur l'apparence d'indépendance de la justice. Et que cette apparence est tout aussi importante, sinon plus, pour la légitimité de l'institution judiciaire. Si je prends par exemple des débats actuels sur le Conseil supérieur de la magistrature et le statut du parquet, on sait bien que les nominations ne font pas l'objet d'un avis conforme. C'est-à-dire que l'avis conforme, n'est pas l'avis du CSM, je vais y arriver, l'avis du CSM ne lie pas le ministre de la Justice. On sait que depuis des années, les ministres successifs se sont engagés à le respecter. Faut-il s'en contenter lorsque l'apparence d'indépendance est attaquée ? Il ne me semble pas. Et il ne me semble pas de manière générale qu'on doit se contenter de pratiques et considérer qu'en France, pays des droits de l'homme, l'indépendance financière n'est pas attaquée frontalement et qu'il n'y a pas de risque pour l'état de droit. On peut évidemment citer l'exemple de la Pologne ou l'exemple de la Hongrie pour dire qu'il existe toujours des risques. Mais sans aller jusque-là, on peut aussi évoquer le budget de la Cour européenne des droits de l'homme et évoquer certains propos de certains hommes politiques, notamment anglais, considérant que pour faire taire la Cour européenne des droits de l'homme, couper les ressources budgétaires est une bonne solution. Certes, nous n'en sommes pas là. Certes, ce n'est pas la situation française. Mais l'état de droit, c'est une garantie constante. Pour assurer l'état de droit, il faut donner la possibilité aux institutions, concrètement et en apparence, de résister à toute tentation, quelle qu'elle puisse être, et si ce n'est pas aujourd'hui un instant T, il faut prévoir l'avenir. Alors s'agissant du rapport, et quand on parle plus précisément de l'indépendance dans la décision financière, il faut préciser qu'on n'a pas une vision de l'indépendance statique. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même a une vision de l'indépendance dynamique. On est loin de la simple indépendance considérée comme une indépendance au regard du pouvoir exécutif et législatif pour éviter des pressions directes. On parle également d'indépendance des magistrats lorsqu'on envisage par exemple les nouvelles technologies. Et de très nombreux travaux font le lien parfait entre des soucis de productivité, l'usage des nouvelles technologies et le risque que le magistrat, dans sa décision, étant pris par une politique productiviste, en vienne à utiliser la technique du copier-coller ou utiliser les nouvelles technologies pour en réalité ne pas juger. Et cette pression, cette dépendance, on voit bien que ce n'est pas une dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif. Il y a donc une vision dynamique de l'indépendance qu'il faut intégrer. Cette vision dynamique de l'indépendance amène à se poser la question de savoir vers quelle autonomie de décision financière on peut aller. Le rapport Bouvier propose deux éléments qui sont importants, deux éléments qui vont beaucoup plus impliquer le Conseil supérieur de la magistrature dans le processus budgétaire.
Il y a là un consensus, et vous l'avez entendu aujourd'hui, pour cette implication du Conseil supérieur de la magistrature. En revanche, il n'y a pas eu de consensus en ce qui concerne la responsabilisation du Conseil supérieur de la magistrature dans la décision budgétaire. Et c'est là que l'on est au milieu du gué. Oui pour l'implication, oui peut-être pour la responsabilisation. Commençons par l'implication du CSM. C'est une implication qui est d'une part nécessaire, et tout le monde l'a reconnu, mais qui doit, et d'autre part il faut y insister, elle ne peut exister que de manière conditionnée. Implication qui est nécessaire, pourquoi ? On vous l'a dit toute la journée, tous les standards internationaux, Conseil consultatif des juges européens, Réseau européen des conseils de justice, soulignent la nécessité d'impliquer le Conseil supérieur de la magistrature ou un organe équivalent, lorsqu'il n'existe pas, ce sera une Cour suprême dans d'autres États, dans le processus budgétaire. Ce qui ne veut pas dire que l'on nie le pouvoir du politique dans la décision budgétaire. Nous sommes dans le cadre de l'implication seulement et pas la responsabilisation. Le pouvoir politique reste responsable et c'est lui qui fait les choix politiques. Je vous renvoie à la recommandation numéro 1 de la déclaration de Varsovie du Réseau européen des conseils de justice. Cette recommandation numéro 1 reconnaît que c'est une décision politique. En revanche, elle insiste sur la nécessaire implication des conseils de justice et la nécessité d'éviter toute tentation tyrannique d'un pouvoir politique en insistant sur la nécessité d'une stabilité des budgétaires, la nécessité d'une prévisibilité judiciaire avec des plans pluriannuels et la nécessité donc contenir les choses avec si possible une transparence et des critères objectifs qui soient affichés dans la détermination des budgets. Et ça, c'est ce qui est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'aller jusque certains systèmes, notamment comme au Costa Rica, où on va imposer un pourcentage du budget pour la justice. Évidemment, le Costa Rica n'a pas de budget pour la défense. Il peut se permettre d'avoir un budget en pourcentage pour la justice. Il ne s'agit pas d'aller jusque-là. Il s'agit de reconnaître le pouvoir politique, mais d'essayer de l'assortir de garde-fous en insistant sur une prévisibilité et en évitant les dangers. C'est important, c'est nécessaire également pour que le CSM lui-même soit impliqué et puisse informer le décideur politique sur les réels besoins de l'institution judiciaire. C'est donc le sens de la proposition numéro 20 du rapport Bouvier, sur laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a pris une position officielle qui figure dans le rapport, c'est l'annexe 14, et j'attire votre attention sur le fait que le CSM précise qu'il s'agit de la mesure la plus modeste, mais la plus urgente. Il y a donc ici bien un consensus. Malgré ce consensus, il faut insister sur le fait que cette implication nécessaire est nécessairement conditionnée. Elle est conditionnée parce qu'il ne faut pas se contenter de dire que l'on demandera l'avis au Conseil supérieur de la magistrature en amont de la décision budgétaire et en aval quant à l'exécution des décisions budgétaires. Cet avis pourrait n'être qu'artifice. Cet avis pourrait n'être que totalement formel s'il n'est pas totalement informé. Ça signifie qu'à partir du moment où on implique le Conseil supérieur de la magistrature dans un processus budgétaire, il faut s'intéresser au temps de l'information que le Conseil supérieur de la magistrature ait la même qualité d'information que la chancellerie.